Bonjour à tous, c'est Savoir Partager, une émission de l'IRD Audiovisuel et de Synapse Télévision. Et alors, ce mois-ci, nous nous intéressons à Abdelfettah Sifeddine, qui est directeur de recherche à l'IRD. Et Abdelfettah Sifeddine, on peut dire que vous êtes paléoclimatologue, ce qui signifie que vous vous intéressez au climat d'autrefois. Et votre objectif, c'est d'essayer de comprendre le climat d'aujourd'hui, au moins ses variations, pourquoi il s'est réchauffé. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'est réchauffé. Mais en même temps, votre objectif, c'est d'essayer au fond de permettre aux populations des pays où on vit difficilement à cause du climat et à cause du changement climatique, au fond de savoir un peu mieux comment se repérer dans le climat. Alors vous avez commencé par autre chose dans votre biographie, vous avez fait de la géologie profonde. Qu'est-ce que c'est que la géologie profonde? Ce qu'on appelle la géologie profonde, c'est s'intéresser à tout ce qui est formation géologique au fond de la Terre. Donc au Maroc, j'ai fait une maîtrise sur la formation et la genèse des granites. Et une fois terminé ma maîtrise, j'étais motivé pour aller faire autre chose. Et en arrivant en France, j'ai adoré une passion qui est l'archéologie. Donc j'ai fait de l'archéologie. En faisant de l'archéologie, j'ai découvert la paléoclimatologie, puisqu'on ne peut pas dissocier l'homme et son environnement et l'histoire dans laquelle il vit. Et par là, je suis arrivé à la paléoclimatologie. J'ai réalisé une thèse avec l'IRD sur la paléoclimatologie. Et depuis 1994, chercheur à l'IRD. Et j'ai travaillé sur beaucoup de sujets de paléoclimatologie à partir d'archives lacustres au Brésil, à Madagascar, au Chili, au Pérou et en Bolivie. Et au sein d'une unité qui aujourd'hui s'appelle Paléotropique, qui s'intéresse principalement à la reconstruction des environnements et des climats passés à partir de différentes archives. Par exemple, ici, vous avez le corail. Alors dans ce corail, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la trace. Alors, vous m'avez expliqué qu'il y a la trace de 200 années, éventuellement. Exactement. 200 années, donc, qui peuvent successivement se voir. Et grâce à ce corail, vous pouvez savoir ce qui s'est passé en matière de climat pendant 200 ans. Exactement. Ça dépend de l'âge du corail. Par exemple, si le corail a un âge de 2000 ans, donc on peut savoir à 2000 ans, durant 200 ans, quelles sont les variations climatiques et environnementales qu'a enregistré ce corail durant sa vie. Alors, d'autre part, avec des stalactites, ça c'est un stalactite, ça veut dire que c'est ce qu'on regarde dans une grotte éventuellement, et c'est ce qui tombe vers le sol, un stalactite. Et là, avec on dit une stalactite? Une stalactite. Avec cette stalactite, donc, là, il y a ces petites encoches, c'est vous qui les avez faites quand même. Exactement. Alors, vous avez faites avec l'objectif de savoir ce qui s'était passé il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années. Plusieurs milliers d'années. C'est une stalactite du centre du Brésil, à côté de l'île brasilia. Et là, lorsque vous la déposez comme ça, donc, comme il y a des gouttes qui tombent, donc vous avez la formation durant le temps de cette stalagmite qui a dû enregistrer, elle aussi, les variations de précipitation et d'évaporation qu'a subi la région où a été collectée cette stalactite. Notre échelle, c'est ce coquillage. Alors, ce qu'on peut dire, ce coquillage, c'est une étude que vous faites, là, ça dure beaucoup moins longtemps. Un coquillage comme ça dure 4 ans? Ça dure 4 ans. La vie d'un coquillage comme ça, c'est 4 ans. Mais il développe des stries de croissance chaque jour. Donc on peut suivre la variation de l'environnement et du climat à une échelle de la journée. Au contraire, le corail, lui, on peut la suivre à l'échelle de l'année. Donc si vous comparez ces enregistreurs, vous pouvez arriver à la reconstruction à partir de la journée, en passant par l'année, le siècle, et pourquoi pas le millénaire, grâce à des carottes sédimentaires qu'on prélève au fond de lacs et au fond d'océans. Mais avant que cette carotte soit ouverte et échantillonnée, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, premièrement, il faut la carotter. Pour la carotter, il nous faut un bateau équipé d'un système de carottage. Ces carottes, une fois prises, ils font à peu près d'une dizaine de mètres jusqu'à la vingtaine. Donc, chaque fois qu'on prend des carottes plus longues, on voudrait atteindre des périodes de temps plus longues pour comprendre les paléoclimats à des échelles de temps des 20 000, des 40 000 dernières années. Une fois la carotte est sortie du fond de la mer, elle est conditionnée en bateau en chambre froide, puis après envoyée en chambre froide jusqu'à Bondy, où on la conditionne dans la carothèque de Bondy, qui servira après à garder les échantillons dans les meilleures conditions possibles environnementales. L'objet roi d'Abdelfettah Sifeddine, c'est quand même la carotte. Et j'ai cru comprendre que la carothèque, c'était quand même le lieu clé. Alors, il y a une carothèque ici à l'IRD. J'ai été la visiter tout à l'heure. Il fait très froid quand on est au printemps, parce qu'il fait 8 degrés. Il y a des carottes un peu partout.
c'est votre trésor. Je veux dire que vous ramenez toutes vos carottes à l'IRD. Bien sûr, la carothèque, je la connais depuis à peu près une vingtaine d'années lorsque j'ai commencé ma thèse. Donc toutes les carottes, c'est des expériences, c'est des aventures, c'est des souvenirs, que ce soit au Brésil, en Bolivie, au Pérou, au Chili. Donc c'est vraiment un souvenir incroyable. Donc ça enregistre aussi toutes les étapes de ma vie. Une fois ces carottes sont prélevées sur le bateau, ils sont conditionnés. Conditionnés pourquoi? Pour ne pas avoir des transformations biologiques lorsqu'on les ressort du fond de l'océan. Donc il vaut mieux garder à des températures de 5 degrés. Donc, le fait de faire voyager une carotte à 5 degrés, ça coûte beaucoup d'argent puisqu'il faut qu'elle soit transportée dans les conditions au fond de l'océan. Suite à une mission qui a été réalisée au large de Nouméa, on a sorti 40 mètres de carottes, bien préservées, grâce au Marion Dufresne, qui est le seul système au monde qui peut sortir des carottes sans perturbation des sédiments. Et on était les porteurs de cette mission et porteurs de ces échantillons qui étaient à Bondy, stockés à Bondy. Et dans le cadre de collaboration de projets internationaux, les chercheurs de l'université de Heidelberg sont venus échantillonner à Bondy des échantillons de foraminifères qui serviront justement à évaluer les paléotempératures à partir de ces marqueurs biologiques. Donc effectivement, la carothèque de Bondy constitue disons un lieu de rencontre, un lieu de discussion entre chercheurs de différentes institutions durant un certain moment sur un même objet qui est la carotte. Donc ça constitue un premier départ d'une coopération internationale qui continuera au moins sur 4-5 ans, puisque les analyses vont prendre un temps important pour sortir les premiers résultats. Depuis 5 ans, la douane ne nous facilite pas la tâche, puisqu'ils pensent que nos échantillons sont riches en microbes, et que ces microbes vont contaminer toute la France, et pourquoi pas l'Europe. Donc, il nous oblige à respecter certaines normes de protection. Donc, ces normes sont principalement liées à la décontamination des échantillons qu'on va analyser. La carotte que je vous viens de vous montrer à la carothèque, celle du lac Casso qui fait à peu près 8 mètres de longueur, ça me rappelle un beau souvenir. C'était un dimanche. On est arrivé au Casso, il était 8 heures du matin, et les gens sur place, les gens qui vivent autour du lac et du lac, puisqu'ils pêchent les poissons, ils vivent de ces ressources du lac, ils ont pensé réellement qu'on est venu tuer le boa qui vit dans le lac, et ils ont peur de ce boa parce qu'il mange tout, leurs petits porcs, leurs poissons. Et lorsqu'ils ont vu ces tubes impressionnants, qui font à peu près plus de 10 mètres avec les machines, ils ont pensé qu'on est venu tuer le boa. Et nous, on n'a pas compris pourquoi ils nous souhaitaient bonne chance, alors que sortir une carotte du fond du lac, ça ne les intéressait pas. Mais à la fin de la journée, on a fait un survol de ce lac. On a bien compris pourquoi ils priaient pour nous, parce qu'ils imaginaient que la bataille va être rude et qu'ils voulaient absolument qu'on tue ce boa le plus rapidement possible. Et effectivement, le lac Casso, il a réellement une forme de boa, et la partie centrale, on dirait le ventre d'un boa rempli d'une vache ou, je sais pas, d'un gros porc. Voilà, c'est une anecdote que je garderai. Ils m'ont demandé à la fin de faire un petit discours dans l'église pour remercier Dieu d'avoir ne pas rencontré le boa, qu'on est sorti sain et sauf du lac. Au lac Casso, c'est au Brésil, c'est un lac particulier où vous sortez des carottes un peu particulières. Il y a donc des carottes sédimentaires qui sont éventuellement dans un lac ou qui sont éventuellement dans l'océan. Oui, les carottes, elles sont intéressantes parce que leur étude permet de compléter les autres archives à très haute résolution, puisque grâce aux carottes, on enregistre en continu les variations millénaires, c'est-à-dire les variations qui durent chaque 1000 ans, et aussi des variations interannuelles. L'avantage des carottes, c'est qu'elles enregistrent tout ce qui est régional. Donc, elles ont une image régionale des changements climatiques. Mais nous, on s'intéresse principalement, dans notre cas, à des mesures inorganiques, c'est-à-dire qui sont moins affectées par les transformations biologiques et bactériennes au fond. Par exemple, tout ce qui est
apport en sédiments détritiques. Tout ce qui vient du continent vers l'océan, on voudrait comprendre comment il se sédimente. Ce matériel qui vient du continent, c'est l'image des précipitations, de l'érosion, c'est l'image de l'humidité sur un continent. Donc on s'intéresse principalement, dans ce cas, à quantifier ces marqueurs par la microscopie infrarouge dans ce laboratoire où on est. Alors donc on va savoir comment on le fait avec cette technique de l'infrarouge, des microscopes infrarouges. Microscope infrarouge, carbone 14 aussi, avant carbone 14 pour dater. Bien sûr. Carbone 14 pour dater et microscope infrarouge pour quantifier les fractions minérales. Pour travailler sur la paléoclimatologie, vous avez deux mots, vous avez la paléo, vous avez la climatologie. La paléo, c'est l'histoire, c'est le temps, donc on est obligé d'utiliser le carbone 14 qui est un radioactif, donc on peut mesurer pour dater. Et la climatologie, c'est les marqueurs climatologiques, comme par exemple, je vous ai dit, les fractions minérales qui viennent du continent vers l'océan. Ces fractions ne peuvent venir qu'à l'occasion de phases érosives et beaucoup de précipitations. Et dans ce laboratoire, nous avons un ingénieur spécialiste dans cette technique qui est M. Hugues Boucher, qui va vous expliquer un peu comment on fait pour arriver à quantifier ces fractions. Donc, comme le disait Abdel, à partir de ces différents enregistreurs climatiques, que ce soit les carottes sédimentaires ou alors les archives carbonatées comme les coraux, les coquilles ou les spéléothèmes, stalagmites, on va pouvoir échantillonner avec des pas d'échantillonnage réguliers, donc en suivant les stries ou bien tous les centimètres par exemple, on va pouvoir prendre un certain nombre d'échantillons. Ces échantillons, on va les sécher quand ils sont en phase humide, notamment pour les sédiments, et les réduire en une poudre très très fine et finir par obtenir, donc à partir d'une poudre, on va obtenir une petite pastille. Et donc cette pastille, elle va être passée dans le spectromètre infrarouge et on va pouvoir en déterminer, grâce à son spectre caractéristique, les différents composants qui sont dans l'échantillon et ensuite même les quantifier. Donc, le principe du spectromètre infrarouge, c'est d'analyser les vibrations qui existent entre les différents atomes qui vont composer les édifices moléculaires. Et donc, les atomes entre eux ont des liaisons atomiques qui vibrent plus ou moins. Et ce sont ces vibrations-là qui vont être analysées en spectrométrie infrarouge. Tous ces minéraux ou tous ces composants inorganiques vont retracer une partie des variabilités climatiques comme la pluviométrie ou la productivité primaire. Abdel Saifeddine, comment est-ce que vous passez du sédiment au climat? Vous savez très bien que le sédiment, disons l'océan, la surface de l'océan, elle enregistre tout ce qui est productivité. Cette productivité, elle renseigne sur les conditions chimiques primaires, productivité le phytoplancton qui se développe dans l'océan. Et puis, à sa mort, ce phytoplancton, il va se déposer au fond des océans. Et à fur et à mesure que le temps passe, vous avez des dépôts qui se succèdent durant tout le temps. Et le fait d'étudier ces dépôts, on peut revenir à l'histoire des conditions biologiques, physiques et chimiques de l'océan qui dépendent fortement des variations climatiques, ce qu'on appelle les interconnexions climat-océan. C'est difficile de passer de cette carotte, puisque ça s'appelle une carotte, de cette carotte sédimentaire à une réflexion sur le climat? En fait, ce n'est pas difficile. Il faut savoir parler aux carottes. Donc, vous savez parler aux carottes? Exactement. Je sais parler aux argiles. Donc, les argiles, les sédiments organiques, ils parlent. Sauf qu'il faut avoir leur langage. Le langage des carottes, c'est le langage de la paléoclimatologie. On va peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez été sous les tropiques et pourquoi c'est si important pour vous d'être sous les tropiques. Je vais vous dire la même chose, c'est comme l'archéologie. Le Sud, c'est une passion. Et le fait que je suis entré à l'IRD parce que j'ai cette passion de travailler avec les gens du Sud. Alors ça, de point de vue personnel. Par contre, de point de vue climatique, l'intérêt de travailler dans ces régions, c'est que vous avez moins de continents dans l'hémisphère sud et tous les continents sont pris en sandwich. Par exemple, l'exemple de l'Amérique du Sud, c'est entre le Pacifique et l'Atlantique. Et le climat à l'échelle de l'Amérique du Sud, c'est une réponse des variabilités de l'Atlantique, puisque l'Atlantique varie d'une manière complètement différente que le Pacifique, et la complémentarité de ces variabilités peuvent influencer beaucoup le climat d'Amérique du Sud. Donc après un travail effectué à Madagascar sur le
Indien, mon intérêt s'est porté sur l'océan Atlantique et Pacifique, et depuis une dizaine d'années, sur principalement l'Atlantique, qui a été un peu considéré comme, dans les tropiques, comme un océan qui réagissait pas, qui influençait pas les changements climatiques en Amérique du Sud. Abdel Fattah Sifeddine, il y a un problème qui se pose parce que vous m'avez dit, tropique, ce n'est pas seulement la population, c'est aussi le fait que la température soit constante. Et température constante, mais précipitations pas du tout constantes, puisque les précipitations sous les tropiques varient énormément. Elles sont énormes, très abondantes. Et c'est ça qui aussi explique en partie votre intérêt pour les tropiques? Exactement. Donc, si vous regardez la carte mondiale de toutes les études en paléoclimatologie, vous allez constater que la région tropicale, où l'hémisphère sud en général est moins étudié que l'hémisphère nord, normalement, c'est toutes les populations la majorité des populations sont hémisphère nord. Mais par contre, il était longtemps considéré que, vu qu'il n'y avait pas de changement de température, donc on disait qu'il n'y aura pas de changement climatique. Mais par contre, le climat, c'est quand même la pluviosité, les précipitations. Et aujourd'hui, on sait que les catastrophes naturelles qu'on vit aujourd'hui sont dues à l'inondation, à la sécheresse. Donc, comprendre ces phénomènes, comprendre la distribution et les changements de précipitation, c'est très très important pour les populations du Sud, parce que cette année même, au Brésil, le Nord-Est, qui est considéré quand même comme une région très sèche du Brésil, elle a été inondée durant à peu près 3 mois. Et il y a eu beaucoup de morts dans cette région. Donc justement, la mission d'un paléoclimatologue plus que celle de l'IRD, c'est de comprendre effectivement quels mécanismes contrôlent les changements de précipitation en région tropicale et principalement dans ces régions sèches. Alors il y a quelque chose qui joue un très grand rôle, c'est El Niño. Tout le monde entend parler de El Niño. On peut dire que c'est un phénomène climatique assez exceptionnel, mais qui se déroule sur une surface à peu près identique à celle de l'Europe. C'est donc énorme. Et ce phénomène El Niño provoque des précipitations très très abondantes. C'est une espèce de cyclone en fait. Et ça vous intéresse parce que vous essayez de savoir quand ce phénomène a eu lieu pour essayer éventuellement de prédire, non peut-être pas de prédire quand même, quand il aura lieu. Voilà. Effectivement, le phénomène El Niño, c'est un phénomène qui se manifeste principalement dans le Pacifique. On l'aborde par différents moyens, par l'étude des coraux et aussi par l'étude des sédiments marins, pour essayer de comprendre comment le phénomène El Niño... Quand vous dites étude des sentiments marins, c'est cette carotte? C'est bien sûr cette carotte qui a été prélevée sur la plateforme centrale du Pérou, à peu près à 200 mètres de profondeur, ou 200 mètres, où il y a l'influence effectivement de phénomène El Niño. Parce que El Niño... Là, vous voyez la trace d'El Niño, là. Est-ce que vous pouvez me montrer la trace d'El Niño, là, sur la carotte? Par exemple, si je peux vous montrer une trace d'El Niño fictive, ça peut être cette zone qui est caractérisée par un changement de texture, de granulométrie, qui peut effectivement suggérer un changement de conditions océanographiques et de conditions climatiques. Si aujourd'hui je dois étudier rapidement cette carotte, il faut que je caractérise ça pour comprendre comment le phénomène El Niño dans le passé s'est manifesté au cours du temps. Alors vous avez cité autre chose, vous avez cité le corail et l'importance du corail pour savoir ce qu'il en était. Alors nous allons essayer de comprendre comment le corail peut révéler éventuellement lui aussi quelque chose dans le domaine de la paléoclimatologie. Dans le cadre d'une mission scientifique sur l'étude des climats, des chercheurs de l'IRD plongent dans le lagon au large de la Nouvelle-Calédonie. Le programme Paléocéan se donne pour objectif la reconstitution dans le passé du phénomène El Niño. Cette patate de corail intéresse particulièrement les plongeurs. Un massif de Porites qui mesure près de 4 mètres de haut. Sachant qu'un tel corail pousse d'1 centimètre par an en moyenne, on peut donc évaluer son âge. Les chercheurs sont venus mettre à jour les archives climatiques du lagon conservées dans le squelette du corail.
effet, lors de sa croissance, mois par mois, année après année, la structure chimique du squelette se modifie en suivant les variations de température de l'eau environnante. Les bandes de croissance du corail, bien visibles sur les radiographies, permettent de décompter avec précision l'âge du corail. De la poudre de corail est prélevée en suivant une ligne de croissance mois après mois. Cette poudre est ensuite analysée dans un spectromètre de masse. Sa composition chimique exacte est mise en évidence. La présence plus ou moins importante de strontium et d'uranium renseigne sur la température de l'eau environnante au moment de la croissance de cet échantillon. La température de l'eau étant elle-même soumise aux variations du temps extérieur, on retrace ainsi l'histoire du climat sur plusieurs siècles. Ainsi, de la poudre de corail est nécessaire aux prévisions météorologiques de demain. Abdel Sifeddine, très sérieusement, est-ce qu'à partir du climat ancien, de la paléoclimatologie, on peut dire quelque chose de net, de sûr, sur le climat qui va venir? Est-ce que finalement, vous pouvez dire autre chose qu'il y a eu des variations de climat assez importantes, ça s'est passé comme ça dans le passé, donc ça peut donner une idée de ce qui va se passer dans le futur, mais dans la mesure où il n'y a pas de continuité entre le passé et l'avenir, c'est quand même extrêmement difficile de prévoir quelque chose. Donc finalement, vous ne servez pas à prévoir, vous servez plutôt à comprendre. Je dirais les deux, mais premièrement, je vais développer le premier point en tant que paléoclimatologue. Comprendre le passé et avoir une image du passé, c'est toujours important pour ne pas se tromper dans le futur. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que la paléoclimatologie permet d'avoir accès à des données passées et permet à alimenter beaucoup des modèles climatiques qui, eux, travaillent sur le futur. Mais avant qu'ils puissent travailler sur le futur, il faut qu'ils valident leurs modèles. Et la seule manière de valider les modèles, c'est en faisant une comparaison des sorties de modèles avec les données passées. Et c'est comme ça on dit que ce modèle modèle très bien les variations climatiques ou non. Alors en apprenant le maximum sur vous, j'ai découvert que vous aviez signé une pétition contre certaines personnes qui se prétendent climatologues ou avoir un avis sur la climatologie, qui voudraient avoir des responsabilités en matière de science, et en disant que ces personnes qui nient le réchauffement climatique, vous ne vouliez pas les avoir comme responsables. Alors en un mot, on va dire c'est Allègre et c'est son bras droit Courtiveau. Ces deux personnages sont absolument uniques en leur genre, puisque eux, ils nient le réchauffement climatique. Et vous n'appréciez pas la chose. Je n'apprécie pas la chose parce que je suis un scientifique et je crois à la donnée. Aujourd'hui, toutes les données montrent qu'on est en train de réchauffer le climat. Alors là, je ne peux pas le nier. Donc, je suis contre l'idée de dire qu'il n'y a pas un réchauffement climatique. Il est différentiel entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais il existe, il est là avec nous. Donc, il faut qu'on essaie de le comprendre pour ne pas se retrouver dans des conditions quand même climatiques. Pour les générations futures, il faut qu'on construise quand même, laisser une terre et un climat, disons, plus agréable pour les générations futures. Donc, c'est mon travail et je vais le faire. C'était Savoir partager, donc une émission coproduite par l'IRD Audiovisuel et Synapse Télévision. Merci et au mois prochain. Les douaniers à Rio, Rio de Janeiro, l'aéroport international, ils m'ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai dit « Écoutez, c'est une carotte. » Ils n'ont pas compris que ça veut dire une carotte. Donc j'étais obligé de la passer au rayon X. Mais comme nous, il nous faut vraiment, c'est une imagerie radioscopique pour regarder l'échantillon. Donc je suis passé de l'autre côté et j'ai regardé ma carotte en image X radiographique, ce qui me permettait justement de voir la qualité de mes échantillons.
Donc ça a servi au moins à analyser la carotte. C'est vrai. Je suis passé de l'autre côté, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je veux voir la carotte. Et j'ai vu la carotte. Voilà. Donc ça m'a permis d'économiser 500 €, puisque ici, nous, quand une facture 500 € l'image radioscopie. C'est cher. Hein.